va passer maintenant à un autre domaine important qui est le trafic maritime, hein. Nous avons, comment dirais-je, en région PACA, un littoral important, des ports très importants, le port de Marseille notamment. Et nous avons la chance d'avoir ce matin Lise Lebert, qui est étudiante euh, en dernière année, hein. Elle soutient la semaine prochaine. Donc là, on a la chance de la voir juste avant la soutenance. Et effectivement, elle était doctorante au laboratoire de chimie de l'environnement, avec sous la direction du professeur Barbara Dana, Henri Bortam également, et dans le cadre du projet de recherche PAREA, qui nous a permis de faire un bond en avant très important dans la connaissance effectivement des émissions du trafic maritime grâce au travail de Lise. C'est vraiment un travail qui fera référence, je pense, sur Marseille. Lise, est-ce que tu nous entends et tu as la parole pour 10 minutes plus 10 Oui, minutes de questions. tout à fait, je vous entends. Merci Lise. Euh, alors, j'ai un petit problème de partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, la voilà, elle arrive. Alors, donc, bonjour à tous. Je me présente, donc Lise Lebert. Dans le cadre de ce webinaire, je vais vous présenter une partie de mes travaux de recherche que j'ai réalisés au cours de ma thèse, que je soutiendrai, donc, du coup, comme tu l'as dit, Alexandre, dans moins de 15 jours. Cette thèse, elle porte sur l'impact des activités maritimes sur la qualité de l'air. Et plus précisément, en fait, elle se concentre sur les émissions des navires en zone portuaire et en particulier sur leur composition physico-chimique. Donc avant de poursuivre, je tiens à préciser que ma thèse, elle a été réalisée au sein du laboratoire de chimie environnement de Marseille, qui est une unité mixte sous la tutelle d'Aix-Marseille Université et du CNRS, et qu'elle a été du coup cofinancée par Atmosud ainsi que par l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie, donc l'ADEME. Maintenant, la question, du coup, vous allez me dire, c'est pourquoi on s'est intéressé aux émissions des navires. Eh bien, parce qu'en fait, le trafic maritime, aujourd'hui, il est en constante augmentation et que les projections, elles prévoient encore un accroissement de ce mode de transport à l'échelle mondiale. À titre d'exemple, on a une augmentation prévue de 3,2% par an pour le transport maritime de marchandises. Et dans la mesure, en fait, où il y a d'autres secteurs d'activité qui ont réduit drastiquement leurs émissions, tels que l'industrie ou le trafic routier, le transport maritime, en fait, il représente une part de plus en plus importante des émissions totales. Donc, de plus, nous savons aujourd'hui que les émissions des navires, qui peuvent être à la fois sous forme particulière ou sous forme gazeuse, telles que du SO2, euh, et qui peuvent aussi donner lieu à la formation d'aérosols secondaires, ils ont des impacts substantiels à la fois sur le climat, sur la dégradation de la qualité de l'air et bien évidemment par voie de conséquence sur la santé des populations. À l'échelle mondiale, une étude récente qui date de 2021 a permis d'estimer que les émissions en PM2,5, donc qui sont les particules de diamètre inférieur à 2,5 microns, qui sont générées par le trafic maritime, étaient responsables de près de 95 000 décès prématurés par an. Euh, donc du coup, il est important de s'intéresser à ces émissions. Et pourquoi de s'intéresser à ces émissions principalement en zone portuaire? C'est parce qu'en fait, les émissions qui ont lieu en zone portuaire, elles,
eh bien, elles ont lieu à proximité immédiate des populations et donc du coup, elles influencent de façon plus fortement la qualité de l'air. Et aussi parce que ces émissions, elles sont encore aujourd'hui mal caractérisées et elles sont aujourd'hui encore mal caractérisées pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elles présentent une forte variabilité qui est liée en zone portuaire aux différentes phases opérationnelles que peuvent avoir les navires, telles que les phases de manœuvre, les phases de navigation lente, les phases d'accostage, qui sont des phases où, en fait les moteurs des navires fonctionnent à des régimes qui sont beaucoup moins stables que quand ils fonctionnent en pleine mer. Et la difficulté, elle relève aussi de la diversité des dispositifs de réduction des émissions qui existent aujourd'hui. En effet, en 2020, en fait, il y a eu une nouvelle réglementation qui a été mise en place et notamment une réduction des valeurs limites à l'émission pour ce qui concerne les teneurs en soufre des navires. Et on est passé sur tout le territoire des eaux internationales à des émissions, des valeurs limites qui passaient de 3,5% de teneur en soufre à 0,5%. Et du coup, ces évolutions réglementaires, elles ont conduit bien évidemment à des avancées significatives dans les technologies des moteurs et dans les solutions de post-traitement des fumées, ainsi que aussi dans la diversité des carburants que peuvent utiliser les navires. Et cette multiplicité de dispositifs de réduction, elle complexifie la caractérisation des émissions des navires parce qu'en fonction du dispositif utilisé, les navires vont pas forcément émettre ni les mêmes polluants, ni les polluants, des polluants en même quantité. Donc, au regard de ces éléments, il était indispensable de mieux caractériser ces émissions en examinant à la fois la phase gazeuse des émissions des navires et la phase particulière pour mieux évaluer l'impact de ces émissions sur la qualité de l'air. Et pour ça, dans le cadre de ma thèse, mais pas uniquement, dans le cadre de projets que je présenterai ultérieurement de façon plus large, une campagne de mesure a été réalisée à Marseille. Donc la question, c'est mais pourquoi Marseille? Marseille, parce qu'en fait, Marseille, c'est une ville portuaire et pas n'importe laquelle. En fait, c'est l'une des plus grandes villes de France en termes de population après Paris. Et son port, qui est implanté en plein cœur de la ville, est l'un des plus grands ports de la Méditerranée et le premier port français, ce qui génère un trafic maritime important, comme peut l'illustrer cette figure qui montre l'intensité du trafic en fonction des zones. Euh, et le grand port maritime de Marseille, ça deviendra aussi, à partir de 2025, une zone de contrôle des émissions à teneur en soufre. Marseille, ça représente aussi une zone intéressante d'un point de vue de la pollution atmosphérique de manière générale, car elle est également impactée par une multitude de sources anthropiques du fait de la forte activité industrielle de la région et de multiples sources qui sont plus conventionnelles, telles que le fort trafic routier. Je passe rapidement là-dessus. La ville de Marseille, elle dispose aussi d'un fort ensoleillement qui entraîne la formation de particules secondaires et elle dispose aussi de régimes spécifiques et tous ces éléments font de Marseille un lieu unique pour l'étude de la pollution atmosphérique et du trafic maritime. La campagne de mesure, elle a été réalisée grâce à la synergie de deux gros projets. Un projet français, le projet PAREA, qui a été financé par l'ADEME, et le projet Skipper, qui a été financé par l'Union européenne. Et la synergie de ces deux projets a pu faire que, on a eu une campagne qui a été réalisée en juin 2021 avec des mesures qui ont été effectuées simultanément sur la zone portuaire et au cœur de la ville. Et ces stations, elles ont été instrumentées pour pouvoir recueillir à la fois la phase gazeuse avec des polluants comme le SO2, le CO2, les oxydes d'azote ou encore les composés organiques volatiles,
mais aussi la phase particulière et notamment la phase particulière qui génère le plus d'impact sur la santé des populations et notamment la composition des particules submicroniques, donc qui sont les particules de diamètre inférieur à 1 micromètre qui pénètrent le plus profondément dans le système pulmonaire. Et donc, la composition chimique de ces particules, elle a été analysée euh, en, en étudiant la composition en métaux, en black carbone, en sulfate, en aérosol organique, mais aussi ce qui a été étudié, c'est le nombre de particules et leur distribution granulométrique. Au final, au total, il y a plus de 40 analyseurs qui ont été déployés sur 3 sites pendant un peu plus d'un mois et près de 110 substances surveillées. Donc, cette campagne, elle a permis d'obtenir une base de données inédite avec des mesures à haute résolution temporelle, comme l'illustrent ces figures qui montrent la forte variabilité des niveaux des principaux polluants, notamment en vert l'aérosol organique, montre qu'on a une grosse variabilité qui peut être à la fois liée aux conditions de vent, bien évidemment, mais aussi à l'activité portuaire. La comparaison des concentrations mesurées sur les sites de la zone portuaire avec celle de la station implantée au cœur de la ville, qui sert de référence de pollution urbaine de fond, a permis de mettre en évidence que on avait eu un impact des activités portuaires qui était avéré, avec des concentrations moyennes, notamment sur tout ce qui était particules, que ce soit là en nombre ou en masse pour les plus fines et d'oxyde d'azote qui était 2 fois plus élevé sur le port qu'au cœur de la ville. Et également, pour certains polluants, une pollution un peu plus ponctuelle avec des concentrations, uniquement les concentrations maximales qui étaient impactées. Et c'est notamment le cas du SO2 et de certains métaux comme le vanadium et le nickel. L'impact des activités maritimes, elle peut être représentée par les graphiques qui sont présentés ici, qui représentent en fait, en fonction des vitesses et des directions de vent, les concentrations qui ont pu être observées pendant la campagne. Donc, le graphique de gauche, il représente une concentration moyenne pondérée pour les particules en nombre, alors que le graphique de droite, il représente la probabilité que les concentrations elles soient supérieures au percentile 80, qui représente en fait la concentration pour lesquelles 20% des concentrations sont supérieures à cette valeur-là. Et ces graphiques, ils sont juste là pour montrer qu'on voit bien que les concentrations, elles sont les plus élevées au droit des voies d'accès des circulations des navires. L'impact des activités portuaires, elle a aussi été avérée par l'analyse du profil journalier des différents polluants qui montre une corrélation relativement marquée. Donc là, par exemple, c'est le profil journalier, donc l'évolution au cours des heures de la journée du vanadium, où on voit qu'on a une augmentation des concentrations autour de 4 et 5 heures du matin et autour de 18 heures, et qu'en fait, cette évolution, elle est corrélée et fortement corrélée au profil journalier des arrivées et des départs, qui est le graphique représenté en bas. Ensuite, au-delà d'avoir comparé et d'évaluer l'impact sur la qualité de l'air, on a du coup évalué la composition physico-chimique des panaches avec une méthode qui a été développée et appliquée aux stations de la zone portuaire pour identifier les panaches d'émission des navires et caractériser leur composition. Donc pour cela, on a croisé les données de mesure avec à la fois les données météorologiques et notamment de direction de vent et les données des mouvements des navires pour pouvoir identifier si quand on avait un pic, ce pic pouvait être associé à un navire. Au total, il y a près de 350 panaches qui ont été identifiés et qui ont pu être attribués au navire. Là, je vous présente un exemple de panache de navire qui a été détecté le 11 juin 2021 sur le site de mesure qui était implanté au nord du site, donc sur le site phare et balise, où on voit bien qu'au moment du passage du bateau, on voit bien une augmentation du black carbone, du dioxyde de soufre, du sulfate, de la fraction organique de façon plus ou moins marquée, du CO2, mais également une augmentation de certains métaux comme le vanadium et le nickel. On peut remarquer aussi sur ce graphique qui représente la distribution granulométrique des particules, qu'en fait les particules au moment du panache étaient principalement des particules de l'ordre de 20 nanomètres
et qui pouvait être aussi avec une distribution bimodale et avec des fractions autour de 80 nanos. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir analysé ces panaches pour essayer d'identifier les caractéristiques des bateaux qui permettaient euh, de faire évoluer les quantités de polluants émis. Et du coup, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que les émissions gazeuses, enfin, les émissions de manière générale, pardon, elles étaient principalement influencées par la phase opérationnelle des navires, c'est-à-dire par parce que en fonction de si les bateaux étaient à quai ou s'ils étaient en manœuvre ou en circulation. C'est le principal facteur d'influence qui a pu être identifié, même si d'autres facteurs comme l'âge du bateau ou par exemple la catégorie de navire, si c'était des croisières ou si c'était des ferries, peut également influencer, mais le facteur qui influençait le plus, pardon, c'était la phase opérationnelle. Pourquoi? Eh ben, ce en fonction des différences d'exploitation des navires au cours des différentes phases. En effet, à quai, les navires, ils utilisent leur moteur auxiliaire à une charge stable et optimale et emploient des carburants à faible émission, en tout cas à faible teneur en soufre, tandis que les navires en manœuvre ou bien en navigation lente dans le port, ils utilisent surtout leurs moteurs principaux à des charges moteurs plus faibles et moins stables. Euh, Notamment, les émissions gazeuses, elles sont dominées par les NOx, avec des NOx qui représentent environ, euh, toute phase opérationnelle confondue, 86% des émissions de gazeuses, et le CO, c'est 12%. Tandis que le SO2 et le méthane représentent chacun environ 1%, et les COV représentent toute phase opérationnelle confondue, moins de 0,1% de la phase gazeuse, mais la proportion de ces COV, elle peut atteindre jusqu'à 10% dans des conditions opérationnelles spécifiques, notamment lors des phases manœuvre et des phases euh, à quai. Pour la phase particulière, euh, on remarque que les émissions sont principalement composées d'aérosols organiques et de black carbone. Mais ce qui est intéressant sur la phase particulière, c'est de se rendre compte qu'en phase manœuvre et en phase navigation, les émissions, elles sont 3 fois plus importantes qu'à quai. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution de la granulométrie des particules en fonction de la phase opérationnelle. En effet, pour les navires à quai, on a ce qu'on appelle une distribution unimodale avec des émissions centrées autour de 30 nanomètres, alors que pour les émissions en phase manœuvre et en phase de navigation, on observe une distribution bimodale des particules avec un mode autour de 30-40 nanos et un mode autour de 100 nanos. L'intérêt de ces résultats, parce que j'ai présenté de façon générale les résultats globaux, c'est d'améliorer les inventaires des émissions, parce que ces résultats permettent de déterminer donc du coup les facteurs d'émission des navires et de pouvoir les intégrer dans les inventaires des émissions. Et pour ça, d'intégrer des variations par phase opérationnelle des navires, mais aussi en fonction de la catégorie de navire et elle permet également d'intégrer la spéciation chimique des particules dans les inventaires qui n'est aujourd'hui pas encore intégrée et l'intégration du nombre de particules. Elle permettra aussi d'intégrer des profils de sources dans les études de contribution de sources pour pouvoir évaluer la contribution des émissions maritimes à la dégradation de la qualité de l'air. Et ces résultats pourront également servir de référence pour évaluer les impacts de la zone CK en Méditerranée en 2025. Voilà, je vous remercie de votre attention et pour une présentation exhaustive des résultats, je vous invite à venir suivre ma soutenance qui aura lieu le 16 décembre. Merci beaucoup, Lise. Nous avons eu, alors on a peu de temps par rapport au timing. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation très très claire qui donne envie effectivement d'aller t'écouter le 16.
Et effectivement, là, il y a une remarque sur les scrubbers en boucle ouverte et en boucle fermée, hein. Je rappelle que pour les réductions des émissions de SO2, effectivement, il y a tout un tas de systèmes, notamment les scrubbers, qui sont des systèmes qui permettent de laver des fumées des cheminées de bateaux. Ils sont en boucle ouverte ou en boucle fermée. Et effectivement, s'ils sont en boucle ouverte, effectivement, il peut y avoir des rejets dans la mer, qui peut être effectivement l'objet de discussions lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice en juin prochain. Ça, c'était une remarque. Merci pour la remarque de Éric Chrétien. Il y a une question sur la station de Longchamp. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la station de Longchamp, qui a fait partie de l'analyse, est impactée par l'activité maritime? C'était une question de Denis Charpin, auquel Brice, effectivement, a commencé à mettre des remarques. Mais est-ce que tu peux nous préciser l'influence de la station de Longchamp qui est au cœur de Marseille? Alors, si la question c'est est-ce qu'elle est influencée par l'activité portuaire, la réponse est oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'elle est vraiment représentative d'une station de fond parce qu'elle est à la fois influencée un peu évidemment par l'activité maritime, mais également influencée par tout un tas d'autres sources et elle en est éloignée. Et si la question est est-ce qu'on a évalué la contribution des émissions maritimes à la station de Longchamp? La réponse est oui, effectivement, ça faisait aussi partie de mon travail de thèse. Et la réponse et tout dépend aussi de la matrice qu'on étudie. Nous, aujourd'hui, la matrice qu'on a étudiée pour pouvoir évaluer l'impact sur la station de Marseille-Longchamp, c'est la matrice de métaux, parce que les métaux, ils ont été identifiés comme des composés permettant de séparer les sources d'émissions industrielles des émissions maritimes. Euh, et donc, la réponse est que en termes de masse, la- le trafic maritime impacte assez peu en termes de pourcentage la station de Marseille-Longchamp. Par contre, elle impacte grandement sur des métaux tels que le vanadium et le nickel, qui sont des polluants qui ont des effets sanitaires très importants. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, très bien. Tu nous confirmes que le vanadium et le nickel sont des bons marqueurs, des bons traceurs de l'activité maritime. Alors, oui et non. Euh, Une question un peu piège, pardon. oui, oui. Ouais. Oui et non. Je ne pouvais pas rentrer en détail dans tous ces détails-là en 10 minutes. Euh, en fait, la campagne de mesure, elle a aussi permis de mettre en évidence qu'en fait, le vanadium et le nickel, c'était de bons traceurs du trafic enfin, des émissions maritimes quand les navires étaient en circulation et en navigation. Quand ils sont à quai, les métaux ne sont pas du tout des bons traceurs. On les voit avec la résolution qu'on avait, qui est, à mon sens, aujourd'hui une des meilleures résolutions qui existent, parce que lors de la campagne de mesure, on a utilisé un analyseur de métaux en ligne, qui est l'analyseur Exact, qu'on a utilisé à un pas de temps de 30 minutes, ce qui peut paraître important au regard de la durée d'un panache, qui est entre 5 et 10 minutes, mais ce type d'analyseur ne permettait pas de descendre à une résolution plus basse pour des raisons d'incertitude. Déjà, à 30 minutes, en termes de niveau d'incertitude, on avait déjà des niveaux d'incertitude assez élevés. Donc, les métaux sont de bons traceurs pour les navires en circulation et en plus, a priori, avec des navires qui utilisent des carburants non distillés. Très bien. Il y a eu une question sur le potentiel oxydant des particules. Alors, je rappelle juste qu'on a un projet qui s'appelle Shipper, qui était un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui traite justement cette question-là. Et sur le site de Marseille-Longchamp, nous avons des préleveurs qui
récupère des échantillons qui sont analysés euh, par, euh, par l'IGE à Grenoble, notamment par Gaël Youzou, et qui permettent justement de faire le lien entre potentiel oxydant, nombre de particules et concentration aussi des particules dans l'air. Donc c'est effectivement une question qui nous intéresse et pour lequel on est tout particulièrement attentif. Voilà, il y a eu une autre remarque aussi sur l'importance des paquebots dans la baie de Villefranche. Je rappelle juste que les résultats que montrait Lise, c'est quand même des projets d'ampleur, que ce soit le projet Parea ou le projet Skipper. Le projet Skipper, c'était un projet H2020. Il y a eu énormément de chercheurs qui sont venus à Marseille pendant ces campagnes, effectivement, du mois de juin et juillet 2021 et que bon bah on peut pas toujours comment dirais-je reproduire le même type de campagne. Néanmoins, Atmosud a gagné récemment un projet avec des Italiens et nous allons également investiguer des ports. Euh, les ports de Nice, Toulon sont éligibles pour nous, en plus de ceux de Gênes, de Livourne et de Cagliari qui seront impliqués, où là, effectivement, il est possible de rajouter notamment des capteurs citoyens et d'étudier cette question sur la baie de Villefranche. Pour, pour, euh, Il pour, y ré- a... oui, pardon, tu voulais pour- rajouter quelque chose, Lise. Oui, pour répondre à Denis Charpin aussi sur la mesure du potentiel oxydant, en réalité, il y a eu des tests de mesure de potentiel oxydant qui ont été réalisés pendant la campagne à partir d'un analyseur de PO en ligne, mais qui n'a pas donné de résultats probants. C'était dans le cadre d'une thèse qui avait lieu en parallèle de la mienne et qui était la thèse de Julie Caman. Voilà. Oui, moi j'ai une question. Merci Lise, en tout cas de la qualité de ta présentation. Concernant les scrubbers, c'est vrai que cette question elle est évoquée pour les rejets maritimes par ERI. Euh, Nous on sait, enfin depuis Skipper, on a des précisions maintenant sur leur performance en matière pour limiter les rejets d'oxyde d'azote et de particules très fines. On se rend compte que finalement, dans les chiffres qui circulent, c'est moins de 5% hein, Oui, d'abattement de ces sujets. Donc oui, ça veut dire que c'est très performant pour le soufre, mais en fait, en réalité, pour les polluants d'intérêt sanitaire locaux, les scrubbers ne sont pas une réponse. Moi, non. j'avais une question concernant ta thèse. Tu as travaillé principalement sur les métaux. Tu peux nous dire des choses sur cette question? Est-ce que finalement, ça suit les particules ultra fines ou il y a une singularité finalement de ce lavage à l'eau voilà. Est-ce que tu peux nous raconter des choses sur ce sujet? Alors, la grande difficulté, c'est que donc il y a certains navires qui étaient connus et reconnus pour disposer de scrubbers. Alors déjà en 2021, il y avait beaucoup moins de navires qui étaient équipés de scrubbers que aujourd'hui en 2024. Il y en avait certains qui étaient équipés. La difficulté, c'est d'obtenir l'information, de savoir euh, quels navires sont équipés de scrubbers ou quels navires ne le sont pas, c'est pas si simple. Mis à part être derrière chaque navire, ce qui est assez difficile au vu du nombre de navires qui accostent à Marseille. Et l'autre problématique, c'est qu'un même navire qui est équipé d'un scrubber ne l'utilise pas systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on a vu des navires avec des profils d'émission, un même navire avec des profils, on le sait quels sont les composés qui sont principalement émis quand le scrubber est en fonctionnement. Notamment, on a des quantités de sulfate qui sont émises de façon beaucoup plus importante. Et donc, du coup, c'était une des grosses difficultés de ce travail parce que, en fait, on n'a pas l'info au moment où passe le pannage du bateau de savoir si le scrubber est en activité ou non. Merci. Il y a aussi une question sur l'âge des navires, hein. Il y Ouais, a aussi ça qui est un souci parce que on on n'a a pas une force. flotte extrêmement vieille à Marseille. Ah, c'est ça. Ouais. Et dans l'IMO du navire, est-ce qu'on a son âge? C'était une Oui, question. Oui, d'accord. oui, Très bien.
c'est comme ça qu'on sait que la flotte de navires de Marseille est relativement vieille. On Très avait bien. très peu de navires qui étaient de catégorie tiers 3 ou tiers 2. La majeure, 90% des navires de la flotte qui accèdent à Marseille étaient de catégorie tiers 0 ou tiers 1. Très bien. Merci beaucoup.